dans la Bible, tous les gens viennent d'Adam. Voilà, point. Une fois qu'on a parlé de ça... Je ne vous parle pas de cette évidence-là. Je vous parle du fait que votre propos sur la nation française est un propos qui est exclusiviste. Vous êtes dans le rejet. On va en parler, je vous attends, ne vous inquiétez pas. Moi aussi. Allez-y, je vous en prie. Mais vous m'avez déjà trouvé, ne m'attendez pas. Donc en l'occurrence, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, qui concerne ce que vous avez mis en évidence par rapport à le double problème que vous avez. Vous avez un double problème, c'est d'abord la compréhension que vous avez de la France et comment vous imaginez, vous, la nation. Et là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que vous monopolisez une idée de la France que vous pensez être la seule qui soit possible. Et attendez, laissez-moi terminer. Et donc, en l'occurrence, aujourd'hui, la France, ça n'est pas votre traduction seulement. C'est une France, aujourd'hui, qui est plurielle au niveau des mémoires, diverse au niveau des identités et qui doit être celle qui permet la coexistence. Ça, c'est un. Et l'autre problème que vous avez, donc vous voyez, vous avez un double problème, là, en l'occurrence, c'est la compréhension de l'islam. Et vous avez... Non, je ne vous psychanalyse pas, je vous déconstruis, ce qui est encore pire. Et en l'occurrence ici, c'est l'idée que vous avez de l'islam, ou l'idée, à partir du moment où on est musulman, on a un problème avec la France. C'est vous qui avez un problème avec les deux. S'il avait, de la même manière, critiqué l'Église catholique, s'il avait voulu faire un lien entre les affaires de pédophilie et les thèses de Saint Paul ou de la patristique sur la sexualité, il aurait sans doute choqué certains membres de l'Église, peut-être aussi des intégristes catholiques dont l'indignation est totalement ridicule, ce qui d'ailleurs devrait nous amener à réfléchir justement sur les vertus supposées de l'indignation, car on voit des indignés au travail en ce moment. Eh bien, il n'aurait pas pour autant été menacé de mort. Il y a donc un problème particulier de l'islamisme, mais ce n'est pas faire preuve de lâcheté que de s'exposer comme l'a fait Charlie Hebdo. Si je peux répondre à ça, parce que vous partez d'un propos que je tiens et vous extrapolez sur des choses que je n'ai jamais dites et vous extrapolez dangereusement pour le coup. Parce que la chose, elle est claire, la condamnation de ce qui a été fait est claire. Maintenant, oui, on peut évaluer l'humour des gens. Charlie Hebdo, depuis 10 ans, se présente comme un journal de gauche qui critique tout le monde. Il est peut-être à gauche de l'extrême droite, mais il est très à droite dans sa façon d'être à gauche. Et donc, en l'occurrence, c'est un journal sur lequel, et vis-à-vis duquel, on a le droit d'évaluer l'humour. Comment se fait-il que cette façon de critiquer l'islam, ce doit être une liberté absolue, et que vous, par exemple, Monsieur Finkielkraut, quand ils se sont avérés très durs contre la liberté d'expression de Siné, vous étiez de ceux qui ont soutenu le fait qu'on puisse limiter la liberté d'expression. Or, Monsieur Finkielkraut, ce qui me gêne avec vous, ce sont, pour le coup, parce que vous avez utilisé ce terme, et même dans votre article, l'indignation sélective. Vous êtes indigné de voir qu'on puisse mettre un cocktail Molotov, et je le suis comme vous. Mais, monsieur, je suis indigné contre toutes les menaces à la liberté d'expression. Et quand elles touchent à des personnes qui puissent critiquer Israël, ou qui puissent être dans l'humour critique par rapport à la tradition juive, le premier qui est au front est monsieur Finkielkraut en France. Et donc, excusez-moi du peu, à partir d'un certain moment, votre indignation perd tout crédit par sa sélectivité. Et donc ça, permettez-moi de vous dire que ça ne peut pas être. Mais j'aimerais que vous entendiez ce que je dis. Très fort, quand même. J'aimerais que vous entendiez ce que je vous dis. C'est que ce que je vous dis, c'est l'absolue condamnation de la liberté d'expression. Mais que je me donne le droit, comme tout intellectuel ou comme tout citoyen, de mesurer la qualité d'un humour. Et je trouve qu'il y a des humours qui sont courageux et qu'il y a des humours ou de l'humour qui est un tout petit peu lâche parce qu'il va dans l'air du temps. Question, est-ce qu'il est bien écrit dans la charte fondatrice des frères musulmans que le Coran est notre constitution, le djihad notre voie et le martyr notre espérance? C'est le slogan qui a été constitué. Non mais attendez, c'était pour être bien sûr. Monsieur, une seconde. Est-ce qu'il n'est pas dit dans l'hymne national français qu'un sang impur va se répandre dans nos sillons? Mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez réduit la France à ça? Est-ce que ne réduisez pas une organisation à des slogans? C'est que vous portiez cette parole-là de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et je suis désolé, on parlait tout à l'heure de pédagogie et d'efficacité. Je pense qu'en termes
de pédagogie, de stratégie et d'efficacité, on aimerait que cette parole soit claire et que vous la portiez. Est-ce que je peux vous demander où est le manque de clarté entre quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, et c'est ce que je dis partout, c'est-à-dire dans le monde musulman comme en Europe, je suis contre l'application, et au nom des textes de l'islam, ces applications ne sont pas possibles. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit plus clair que cela? Moi, je crois qu'il est très important de faire la critique des textes. Vous me dites, si, les études de théologie, je les ai faites, mais ça, vous le savez sur pas. Sur la Leicester Foundation, c'est pas vraiment une référence. Non, mais oui, mais mes études en Égypte, vous n'en savez rien. Un campus qui a mené campagne contre Salman Rushdie, où les allées s'appellent Maududi et Écoutez ce que je vous dis maintenant, s'il vous plaît. radicaux. Non, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Un des premiers penseurs musulmans qui ait pris position contre la fatwa, contre Rushdie, il est en face de vous, d'accord? Alors vous commencez pas à tout mélanger. Deuxième des choses, mademoiselle, j'aimerais vous dire deuxième des choses, c'est que je suis un mauvais théologien, un téléévangéliste, et vous faites 400 pages sur un moins que rien en théologie. C'est bien, je veux dire, vous investissez. Un formidable rhéteur et un formidable stratège. C'est pour ça que vous l'avez fait. Alors laissez-moi maintenant dire une chose. Vous vous êtes présenté dans un premier temps comme une journaliste d'investigation qui n'aurait pas d'idéologie, qui aurait fait un travail, qui s'est dit quand même, je vais aller vérifier le double langage. Alors je vais vous dire une chose. Écoutez, attendez, écoutez. Il y a des faits. Votre livre comporte plus de 200 fautes factuelles. Vous les avez jamais démontrées. Alors, mais non, mais j'ai pas le temps. Mais attends, moi, j'ai pas le temps à perdre avec. Non, mais je vais vous en donner maintenant. Vous n'avez pas trouvé le temps. Attendez, mais maintenant, on a le temps. Maintenant, on est d'accord. Mais je vais pas perdre mon temps. Ça va être 4 ou 5. 4 ou 5 simplement. Première des choses, mais c'est des tout petits détails. Tout à coup, Lyon, pour bien montrer que je suis très proche de Lyon, est à 1 heure de train de Genève. Ça n'existe pas. Deuxième des choses. Non, mais attendez, ça commence comme ça. Attendez. Non, mais laissez-moi terminer. Ça commence comme ça. Parce que c'est tout comme ça. C'est tout. C'est tout. Non, mais c'est tout pour essayer de changer la perspective. Ça commence par ça. Deuxième des choses, Tariq Ramadan a été nommé par son père, Tariq, pour la conquête de l'Europe. Et vous savez ce qu'il fait, Tariq Ramadan? Il faut qu'il trouve une femme qui s'appelle Isabelle la catholique. Alors vous savez ce que je fais? Je l'ai connue. C'est ce que vous avez écrit. Mais non, pas et c'était tellement drôle. Attendez, c'est tellement drôle ce que vous avez écrit. C'est que dans le Independent en Angleterre, on disqualifie votre livre sur cette histoire en disant mais qu'est-ce que c'est que cette ânerie? Vous savez ce que vous dites? Je suis allé vers son frère qui est mon ami d'enfance à 10 ans. Je lui dis donc, elle s'appelle comment ta sœur? Isabelle? Ce serait pas mal, Tariq, à la conquête. Attendez, c'est n'importe quoi. Troisième des choses, et là, moi, j'ai demandé à ce qu'on écoute ce passage avec Sarkozy où je vais vous montrer, à l'appui des faits, comment vous changez les choses. Parce que vous avez une obsession. Tariq Ramadan, c'est les frères musulmans. D'accord? Alors, il faut tout orienter vers les frères musulmans et dire c'est la pensée de Hassan el-Banna, c'est sa pensée. Alors, encore une fois, Hassan el-Banna étant votre grand-père, le fondateur des frères musulmans. Caroline Forest. Vous avez aussi la thèse de Caroline Forest, double langage, utilisation. Non, mais attendez, alors, allez-y, répondez. Encore une fois, Caroline Forest a exactement les mêmes méthodes que monsieur. Il s'agit de prendre 3 mots, de les placer dans un argumentaire qu'elle construit sans mettre en évidence l'ensemble de mon argument. J'ai beaucoup entendu quand même dans l'affaire de cette jeune femme qui est menacée, enfin cette jeune femme qui est menacée de lapidation en Iran. Monsieur, nul n'est plus sourd que qui ne veut pas entendre. J'ai pris position... je vais être très sourd alors. Alors non, mais vous êtes même carrément atteint d'une surdité très profonde parce que j'ai pris position 6 fois publiquement. 6 fois publiquement sur mon site. 3 fois à la BBC, 1 fois sur CNN. Qu'est-ce que vous voulez que j'intervienne où? Dans votre journal? Faudrait m'y inviter. Je voudrais... d'hostilité dont souffre dans la vie courante, mais pas dans la vie institutionnelle, la communauté musulmane. Je vais d'abord vous dire une chose qui, sur le principe, pour moi, ne se discute pas. Je ne quantifie pas et je ne compare pas les hostilités comme les souffrances. Vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui, dans la vie quotidienne des Français de confession musulmane, l'intensité de l'hostilité à laquelle ils ont affaire. Ne comparez pas les souffrances, nous sommes sur un mauvais terrain et ce n'est pas bon pour les principes de la République. C'est pas trop, je suis désolé, c'est un problème fondamental. Je rappelle que les invités sont là. Bah oui, en l'occurrence, il n'y a jamais dans mon discours une question de l'autre qui est le même. Mais non, mais laissez-moi terminer. Bah non, mais parce que c'est faux. Ah, vous savez mieux que moi ce que je pense. Ah, moi, je vous lis. Non, je n'ai jamais dit. Monsieur Morin, en l'occurrence, laissez-moi terminer. La première des choses, c'est que quand je dis je suis déjà intégré, je suis déjà chez moi, qu'est-ce que je dis? Je dis que la citoyenneté, elle est acquise, le respect de la loi commune est acquis, et que ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on applique, par exemple, la laïcité pour tous de façon égalitaire. Finalement, en ce moment, les Iraniens prennent position en disant cette révolution est une révolution islamique, on voit un renouveau islamique, etc. Monsieur Ramadan, vous qui faites une émission sur la télé publique iranienne, Presse Télé,
Vous qui n'avez jamais dénoncé ce qui s'est passé en Iran l'année dernière. Vous avez fait votre émission sur cette de télé iranienne, en anglais certes, sans jamais le dénoncer. Est-ce que vous considérez, oui ou non, que le modèle iranien est un modèle démocratique? Alors, Monsieur Ruffin, c'est gentil de venir, ou tenter de venir un peu à mon secours au début pour finir sur une chute qui montre que vous ne suivez absolument pas. Selon la loi civile occidentale, et c'est ça la force de cette loi, c'est que le peuple a le dernier mot. Dans la loi que représente Monsieur Ramadan, c'est pas le cas. Il n'y a pas de démocratie. Vous n'avez pas de décision. C'est écrit quelque part dans le paradis, ça a été dicté à Mohamed, et c'est fixe une fois pour toutes. Mais vous racontez n'importe quoi. Mais c'est ça. Mais je ne raconte pas n'importe quoi. C'est ça. C'est que vous savez lire, mais vous lisez très peu. Et sur l'islam, vous n'avez pratiquement rien lu. D'ailleurs, j'aimerais vous dire une chose. D'ailleurs, même dans la tradition juridique musulmane, monsieur, si on a 14 siècles de tradition juridique musulmane, si c'était aussi simple que ça, ça fait 14 siècles que les gens se répètent. Il y a un petit problème, c'est que le Coran ne règle pas tout. Vous êtes obligé de... Mais pourquoi vous me parlez de ça? Vous êtes en train de changer de sujet. Laissez-moi terminer. Coran, hadith, vous avez différents aspects. Monsieur, vous cachez votre ignorance. La préface au livre de Zeinab Rezali, c'est pas vrai, mademoiselle. Il a cité ce livre-là, qui est de Asmad Lambaret. D'accord? Je le reconnais complètement. Ah oui, mais vous allez en reconnaître d'autres, mademoiselle. Vous avez raison. Laissez-moi terminer. Non, vous allez me laisser terminer. Vous avez totalement raison. Et je le ferai changer. Sincèrement, je l'avais pas. Oui, mais attendez. Non, mais attendez, j'aime pas ça. Parce que je vais vous dire une chose. Une fois, on s'est vu. Laissez-moi terminer, parce que c'est pas possible. Vous pouvez pas. Mais c'est tout comme ça. Est-ce que je peux répondre? Non, vous me laissez terminer. Parce que j'ai pas terminé. Parce que des mémoires plurielles qu'il va falloir reconnaître. Oui, vous ne pouvez plus. Non, mais je suis pas d'accord. Excusez-moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais parce que vous faites en fait un blocage sur la mémoire de Français qui sont français autant que vous, qui sont juste immigrés de moins longue date parce que vous êtes aussi immigrés et qui ont intégré à la mémoire française, la mémoire de l'Algérie, du Maroc et autres. Et ça fait partie de la France. Ça, c'est un. Je vais vous dire une chose. Que ça vous plaise concrètement, ils envoient leur CV. Ils arrivent, ils n'ont pas d'accent. Même où ils sont au téléphone. Quand on voit même pas leur prénom, leur faciès, ça marche pas, et vous le savez très bien. Je veux la réponse d'Edgar Morin. C'est faux, monsieur Ramadan, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai le même passé que vous. On parie, et puis vous allez, ça va vous coûter cher. Donc, en l'occurrence, permettez-moi simplement de dire une chose. Je dis que la responsabilité des Arabes, et des populations arabes et des intellectuels arabes, est sans commune mesure. Mais je ne suis pas naïf. Nous savons aujourd'hui que Ben Ali est parti de la Tunisie avec la participation directe des États-Unis. Nous ne sommes pas naïfs. Pourquoi tout le monde attend, une heure après que Moubarak dise qu'il démissionne, l'intervention de Barack Obama? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans? Mais vous nous prenez pour des naïfs. Moi, ma question, elle est celle-ci. Je dis aujourd'hui qu'il faut être très critique par rapport aux dictatures et très critique par rapport aux populations arabes parce qu'elles doivent se libérer. Mais quand elles se soulèvent, comment vous expliquez, vous, monsieur, que les voix européennes et occidentales ne soient pas immédiatement du côté du peuple et qu'ils nous balancent tout le temps « attention, les islamistes arrivent ». Alors il a mangé du lion, Tarek Ramadan, ce soir, hein, Tarek, hein. Vraiment, vous avez mangé du lion. En face de moi des tigres. Vous avez mangé du lion. Et alors, choses qui sont nos ennemis et qui sont ceux qui soutiennent l'ennemi. C'est pas pour avoir un discours binaire eux et nous, parce qu'en fin de compte, l'ennemi, on voit bien, et quand le professeur Sam lui-même l'a bien compris, s'il a refusé de prendre le pouvoir de... Je suis déjà long, ça y est? Non, pas du tout. Quand il a refusé... J'aimerais que tu dises qui est l'ennemi, quand même. Tu vas nous dire, quand même. Non.